Comment peut-on demander à des communautés juives ou musulmanes de s'assimiler à une culture dont la base idéologique repose sur un dogme laïque qui combat les fondements religieux de ces mêmes communautés? Le simple fait de travailler, de payer ses impôts et de respecter les lois de la République est un signe d'intégration. Que demander de plus à toutes ces communautés? Par exemple, la communauté musulmane vivant sur le sol français est souvent stigmatisée par certaines élites intellectuelles et politiciennes. Elle est souvent associée à un intégrisme religieux qui attendrait son heure pour plonger dans le terrorisme. La population maghrébine est ainsi montrée du doigt comme un ennemi intérieur, et les discours alarmistes et plus ou moins racistes qui sont relayés par un réseau médiatique qui fait pression auprès des instances gouvernementales pour le durcissement de nouvelles mesures dites islamophobes n'arrangent guère les choses. Ce rejet de la communauté musulmane prenait souvent la forme d'une stigmatisation de ses attributs identitaires religieux, en particulier celui du voile islamique qui avait fait l'objet de nombreuses campagnes médiatiques depuis la fin des années 80. Ces attaques sont révélatrices du regard que porte l'oligarchie française, c'est-à-dire la classe politique et une partie de la bourgeoisie, sur les populations issues de l'immigration postcoloniale. De ce point de vue, les multiples débats sur le voile ou la laïcité avaient eu pour effet de normaliser l'islamophobie et de marquer l'avènement d'un racisme d'État qui s'instituait, avec les lois interdisant le port du foulard et celui de la burqa. Cet impérialisme culturel est facteur de stigmatisation des anciens peuples colonisés, considérés comme sous-humanisés, réduits au statut de serviteurs dociles et invisibles, devant renoncer à leurs attributs identitaires et sommés de se soumettre aux lois laïques de la République. Le racisme, qui selon les mots de Sartre, permet aux serviteurs de communier avec leur maître en masquant la question sociale par la question ethnique. En période de crise économique, c'est toujours facile pour nos médias sous contrôle de fabriquer un problème dont on exagère la menace, afin de faire accepter par l'opinion l'adoption de lois répondant à un faux problème qui masque la réalité catastrophique économique et sociale de notre pays. La stigmatisation des populations immigrées et de leurs enfants au travers de lois sécuritaires et discriminatoires permettent entre autres au gouvernement de retrouver une part de la souveraineté qu'il a perdue dans son impuissance manifeste à combattre efficacement la crise économique et sociale du fait des contraintes budgétaires européennes auxquelles il est soumis avec une intensité croissante, tout en canalisant les colères populaires contre un ennemi imaginaire. Mais comme nos élites ne cessent de parler d'assimilation, parlons un peu de l'histoire des Francs. La constitution du peuple franc. Le nom franc apparaît pour la première fois au IIe siècle après Jésus-Christ pour désigner un regroupement de tribus germaniques qui avaient entrepris des raids en territoire gaulois. L'origine de ce mot franc dériverait d'un vieux mot allemand, Frank, qui signifiait hardi, insolent, indomptable. Les Francs englobaient alors plusieurs tribus, les Ancivariens, les Bructères, les Chamaves, les Sicambres et les descendants des Bataves. Les différents peuples francs, quoique ligués entre eux et tout en portant le même nom, ne formaient pas une nation compacte avec un gouvernement central et administration uniforme. Avec la plus grande facilité et sans inconvénient, ils entraient dans la confédération sans détacher pour y revenir à de nouveau, suivant les hasards de la guerre et les nécessités du moment. Chaque tribu conservera une indépendance relative, son propre gouvernement, ses particularités et ses coutumes. Ces groupes, tout en maintenant leur identité, se regroupaient parfois pour une opération offensive ou défensive. À cette occasion, ils se nommaient Francs, qui signifiait les braves. À la différence d'autres populations venues de l'Europe de l'Est, les Francs n'étaient pas des envahisseurs brutaux ou dévastant tout sur leur passage. Leur expansion territoriale se faisait par une occupation de fait et par l'intégration dans les communautés établies, au sein desquelles leur bravoure leur permettait d'atteindre les plus hautes fonctions. Imposant leur marque pendant 2 siècles aux événements militaires de la Gaule, les soldats francs assimilaient la culture romaine qu'ils découvraient. Aussi apparaissent-ils rapidement comme des alliés utiles face aux autres barbares dont les mœurs étaient plus grossières. Ils étaient engagés dans des corps auxiliaires avant d'être recrutés par l'armée romaine des campagnes. Dès l'empereur Constantin, un nombre de hauts officiers étaient d'ascendance franque. Parmi les Francs qui sont entrés au service de l'Empire depuis la fin du IIIe siècle se trouvaient les Francs saliens. Leurs ancêtres légendaires se nommaient Mérovées. Au 5e siècle, leur roi était aussi devenu proconsul des Gaules, c'est-à-dire un fonctionnaire romain d'origine germanique mais très bien assimilé. Les Francs étaient alors solidement établis dans les territoires qui allaient devenir la Neustrie. La Neustrie, c'est une région qui englobait une partie du nord de la France et d'autres pays. Et leur fonction militaire leur conférait un pouvoir important en ces temps troublés. Le jeune Clovis deviendra leur roi à Tournai probablement en 481,
Au cours d'une bataille importante contre les autres barbares alamans, la bataille de Tolbiac, le jeune roi Clovis promettra de se convertir à la religion chrétienne catholique s'il était victorieux lors de cette bataille. Bah, il finira par tenir parole et recevra le baptême en 496 à Arras, avec 3000 guerriers. Par la suite, il tentera d'inculquer les principes chrétiens à son peuple qui était toujours païen. Après une suite de victoires sur ses rivaux barbares, notamment sur les Burgondes lors de la bataille d'Autun, Clovis apparaîtra donc comme l'un des premiers rois germains d'Occident à avoir adopté la religion chrétienne dominante, celle de Rome, contrairement aux autres barbares, à Visigoths, aux Lombards, Ariens et aux Alamans païens. Bah, il parviendra ainsi à gagner le soutien des élites gallo-romaines et à fonder une dynastie durable, laquelle prendra le nom de Mérovingiens, du nom de son grand-père Mérové. Les Mérovingiens régneront alors sur toute l'ancienne Gaule jusqu'au milieu du 8e siècle. On peut donc dire qu'à partir de l'an 450, les Francs, sous la conduite de leur premier roi Clovis, profitèrent de la désintégration progressive de l'Empire romain pour s'emparer du nord de cette Gaule romaine. Une conquête qui commencera dès l'année 486 avec le coup d'État de Clovis qui renversera puis expulsera Sigarus, le chef de l'armée de la Gaule romaine, de sa résidence de Soissons. C'était le début du règne des Francs dits mérovingiens. Païens ayant intégré de longue date les valeurs et l'organisation administrative romaine, les Francs pouvaient, après 3 siècles d'une pénétration lente et relativement pacifique, s'affirmer comme les successeurs de l'occupant romain en déroute. En adoptant personnellement la religion catholique, religion officielle de l'Empire depuis Théodose, Clovis, le roi, manifestait certes l'autonomie franque, mais s'inscrivait dans la ligne directrice tracée par Rome. Son baptême en 496 est l'aboutissement de son intégration dans le monde gallo-romain. Le dernier roi de cette dynastie mérovingienne, qui allait de l'an 639 jusqu'à l'an 751, sera exercé par le roi d'Agobert. Les rois qui lui succéderont, appelés aussi les rois feignants, n'auront plus de réelle autorité. Le pouvoir était alors exercé par les maires du palais, qui ne laissaient au roi que l'apparence d'un pouvoir. Et ces rois avaient une espérance de vie très très courte. Les descendants de Dagobert étaient contraints de dilapider les richesses acquises pour acheter la reconnaissance et la fidélité de leurs hommes. C'est donc privé du renouvellement des richesses que le pouvoir s'affaiblira progressivement à la faveur de riches familles aristocratiques. Et c'est dans ce contexte que les Pépinides, ancêtres de la future dynastie des Carolingiens, prendront progressivement une place de plus importante. De 639 à 751, la famille des Pépinides ne cessera de porter son empreinte sur l'anarchie de la monarchie mérovingienne. Elle concentrera progressivement entre ses mains les réels pouvoirs et se montrera capable de résister aux dangers tant intérieurs qu'extérieurs. Elle remplacera à partir de 751 la dynastie des Mérovingiens et donnera naissance à la dynastie des Carolingiens. Les deux rois francs les plus célèbres de cette dynastie carolingienne n'étaient rien d'autre que le fameux Charles Martel, qui arrêta les Arabes à Poitiers en 732, et son petit-fils Charlemagne. Le terme carolingien en latin médiéval, Carolingii, est dérivé de Carolus, qui est à la fois le prénom latinisé de Charles Martel. L'aïeul de cette dynastie est celui de son petit-fils Charlemagne, considéré comme le plus illustre des rois de cette lignée. Charles Martel, entre autres, s'affirmera en arrêtant les Arabes en 732. En pleine guerre sainte, les califes arabes contrôlaient un territoire considérable. Grande partie du Proche-Orient, Afrique du Nord, l'Inde et l'Espagne. Aidés des Berbères, ils vont conquérir Narbonne en 719, Carcassonne et Nîmes en 725 et remonteront la vallée du Rhône en 726. Charles Martel mettra fin à leur progression en 732 près de Poitiers, à Moussel la bataille dans la Vienne. La cavalerie lourde mérovingienne, ancêtre des chevaliers, écrasera la cavalerie légère des Sarrasins. C'est les Arabes, pour ceux qui ne comprendraient pas le terme. Il doit d'ailleurs son surnom de Martel à ses prouesses lors de ce combat.